Ma femme m'a appelé au travail. Je viens d'hériter de millions. Fais tes valises. Sors de ma maison. Quand je suis rentré, les papiers du divorce m'attendaient. J'ai souri, j'ai signé et j'ai dit « bonne chance ». Elle pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de ce que son oncle avait laissé dans son testament, ni de ce que je lui cachais. Je m'appelle Henry Lane. J'ai 52 ans et je possède un atelier d'usinage de précision dans le nord de l'Ohio. Depuis 28 ans, je découpe du métal. La tolérance se mesure au millième de pouce. Quand on travaille avec ce genre de précision, on apprend que les petits détails comptent. Une mesure décalée d'une fraction peut ruiner toute une pièce. J'aurais aimé appliquer la même attention aux détails à mon mariage. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'étais dans l'atelier, en train de vérifier une série de composants aérospatiaux que nous fabriquions pour un sous-traitant de la défense. Les machines vrombissaient autour de moi, un rythme régulier que je connaissais depuis des décennies. Mon téléphone a vibré contre ma hanche, perçant le bruit. Je l'ai sorti et j'ai vu le nom de Brandy sur l'écran. Je me suis éloigné des machines pour répondre. « Salut, quoi de neuf ?» Sa voix était d'une clarté cristalline, et il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse. La victoire. « Henry, je viens d'hériter de millions », a dit Brandy. Pas de bonjour, pas de préambule, droit au but. Fais tes valises, sors de ma maison. Je suis resté là, dans mon atelier, entouré des machines sur lesquelles j'avais bâti mon entreprise, et j'ai senti le monde basculer. Autour de moi, 2 de mes gars travaillaient sur un tour, complètement inconscients que ma vie était en train d'imploser. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé, en gardant ma voix stable. « La succession de l'oncle Raymond a enfin été réglée », a-t-elle dit. « Tout est officiel. L'avocat m'a appelé ce matin, alors je te le dis maintenant. Fais tes affaires et sors. Aujourd'hui. » J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale. 14h15. Brandy, nous devons en parler. Il n'y a rien à dire, a-t-elle dit. Je serai à la maison à 18h. J'attends que tu sois parti d'ici là. La communication a été coupée. Je suis resté là un moment, le téléphone à la main, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas de la panique, pas même vraiment de la surprise, juste une compréhension froide et claire que la femme que j'avais épousée il y a 27 ans avait été remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ce que Brandy ne savait pas, c'est que j'avais moi-même reçu un appel 2 semaines plus tôt. Raymond Mitchell, son oncle, m'avait appelé de l'hospice. Sa voix était faible, mais son esprit était plus vif que jamais. « Henry, » avait-il dit, « je dois te dire quelque chose à propos du testament. Il y a des protections mises en place pour toi. Brandy n'est pas encore au courant. Quand elle apprendra pour l'héritage, elle va passer à l'action. Sois prêt. » Je lui avais demandé ce qu'il voulait dire, mais il s'était contenté de tousser et de dire « tu verras. Fais confiance au processus. » Et Henry, documente tout. Alors, quand l'appel de Brandy est arrivé, je n'ai pas été pris au dépourvu. J'étais préparé. J'ai quitté l'atelier à 17h, disant à mon contremaître que j'avais une urgence familiale. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes, et j'ai utilisé chaque seconde pour réfléchir. Raymond m'avait prévenu. Il avait vu quelque chose chez sa nièce que j'avais été trop proche pour voir. Et maintenant, ce qu'il avait mis dans ce testament était sur le point de devenir très important. La maison était illuminée quand je me suis garé dans l'allée, toutes les lumières allumées, comme si elle mettait en scène quelque chose. Je suis entré par la porte d'entrée et j'ai trouvé Brandy debout dans le salon, habillée comme pour une réunion d'affaires. Sur la table de la salle à manger était posé un dossier, les papiers soigneusement arrangés. « Tu es vraiment là ?» a-t-elle dit, l'air presque déçu. « Tu m'as dit de rentrer ?» ai-je répondu. Elle a fait un geste vers la table. « Signe les papiers. Demande de divorce, accord de séparation, partage des biens. Mon avocat les a rédigés cet après-midi. Signe-les et va-t'en. » Je me suis approché de la table et j'ai ouvert le dossier. Les documents semblaient assez officiels, mais j'ai eu affaire à de la paperasse toute ma carrière. Ceux-ci n'avaient pas de tampon du tribunal, pas de numéro de dossier, pas d'acte notarié. Juste des menaces imprimées sur du papier coûteux. « Qui est ton avocat ?» ai-je demandé. « Ça ne te regarde pas » a dit Brandy. « Contente-toi de signer. »
J'ai pris le stylo qu'elle avait laissé là et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. La femme avec qui j'avais construit une vie, la mère de mes 2 filles, et je n'ai vu dans ses yeux rien d'autre qu'un calcul froid. J'ai signé là où elle l'avait indiqué. Puis j'ai posé le stylo, j'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque page. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle exigé. « Je documente », ai-je dit simplement. Je suis allé dans notre chambre et j'ai fait un sac, vêtements, médicaments, documents, ordinateur portable, tout ce dont j'avais besoin. Quand je suis revenu, Brandy était au téléphone, n'essayant même pas de cacher la conversation. « Oui, il part maintenant », disait-elle. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Elle me regardait, attendant que je craque, que je la supplie, que je montre une quelconque faiblesse. Au lieu de ça, j'ai souri, un petit sourire tranquille. « Bonne chance, Brandy », ai-je dit. Puis je suis sorti. Je me suis enregistré dans un Hampton Inn près de la route 30, le genre d'endroit qui ne pose pas de questions et qui a des caméras partout. La sécurité n'était plus de la paranoïa. C'était du bon sens. La chambre était propre et anonyme, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai posé mon sac sur le lit et j'ai sorti mon ordinateur portable. Les mots de Raymond résonnaient dans ma tête. Documente tout. J'ai commencé par les comptes bancaires. Brandy et moi avions toujours gardé nos finances en commun. Compte chèque joint, compte d'épargne joint, toute l'installation traditionnelle. Je lui faisais confiance pour ça. Après tout, elle s'occupait des factures de la maison pendant que je me concentrais sur le fonctionnement de l'atelier. Je me suis connecté à notre compte principal et j'ai commencé à faire défiler les transactions. Au début, tout semblait normal. Paiement d'hypothèque, facture de service public, courses. Puis j'ai commencé à remonter plus loin. 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est là que je les ai vus. De petits virements. $500 par-ci, $800 par-là. Toujours vers un compte que je ne reconnaissais pas. Le titulaire du compte était Patricia Reeves, la mère de Brandy. Mes mains se sont crispées sur l'ordinateur portable. J'ai continué à faire défiler, mon estomac se nouant à chaque nouvelle découverte. Les virements remontaient à 7 ans. 7 ans de vol systématique et régulier. Certains mois, ce n'était que quelques centaines de dollars. D'autres mois, c'était plusieurs milliers. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à additionner. Le total s'élevait à $243 000. $250 000 pris sur nos comptes joints, transférés au nom de sa mère, et cachés de moi pendant 7 ans. De l'argent que j'avais gagné avec mes mains et mon entreprise, détourné pendant que je lui faisais confiance pour gérer notre foyer. Je me suis adossé à la chaise d'hôtel bon marché et j'ai senti un froid glacial s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas une décision soudaine prise sous le coup de la colère. Brandy planifiait cela depuis des années. L'héritage n'était que son excuse pour passer à l'acte. J'ai fait des captures d'écran de chaque transaction, en m'assurant que les dates et les montants étaient bien visibles. Puis j'ai commencé à regarder les autres comptes, cartes de crédit, comptes d'investissement, notre ligne de crédit professionnelle. C'est là que j'ai trouvé la deuxième chose, une notification par email dans mon dossier de spam, datée d'il y a 3 jours, de notre compagnie d'assurance maladie. Demande de retrait de Christopher Henry Lane de la police familiale, en attente d'examen. Je l'ai ouverte. Brandy avait contacté Blue Shield Medical 3 jours avant son appel. Elle leur avait dit que nous étions déjà séparés et avait demandé que je sois immédiatement retiré de notre police d'assurance maladie familiale. J'ai un diabète de type 2. Je le gère depuis 8 ans avec des médicaments qui coûtent $750 par mois sans assurance. Brandy le savait. Elle avait été avec moi à chaque rendez-vous chez le médecin. Elle avait essayé de me priver de ma couverture santé avant même de me parler de l'héritage. Si elle avait réussi, j'aurais été confronté à une crise médicale en plus de tout le reste. Mes ordonnances se seraient épuisées en 2 semaines. Avec ma glycémie non contrôlée, j'aurais pu finir aux urgences. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était une cruauté calculée. J'ai fait des captures d'écran de l'email de l'assurance. Puis j'ai ouvert ma messagerie et j'ai commencé un nouveau message à Tom Patterson, l'avocat que j'avais utilisé lorsque j'avais constitué l'atelier en société il y a 15 ans. J'ai tout joint, les photos des faux papiers de divorce, les relevés bancaires, la notification de l'assurance.
L'objet était simple, besoin d'une consultation immédiate concernant un divorce et une fraude financière. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé l'heure. 20h30. Mon téléphone avait vibré périodiquement avec des SMS de Brandy, mais je ne les avais pas regardés. Maintenant, j'ai ouvert le fil de discussion. Le premier daté de 19h, ne pense pas que tu peux te battre contre ça. J'ai des avocats. 19h15, tu as toujours été faible. C'est mieux pour nous deux. 19h30, réponds-moi. 19h40, d'accord. Fais comme tu veux. Tu regretteras de m'ignorer. 20h, mon avocat te contactera demain. J'ai fait des captures d'écran de tous. Puis j'ai tapé une seule réponse, toute communication doit passer par mon avocat. Je fournirai ses coordonnées demain. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, tu n'as pas les moyens d'avoir un avocat. J'ai posé le téléphone sans répondre. Qu'elle pense ce qu'elle voulait. Raymond m'avait prévenu que cela arriverait, et il avait clairement ses raisons. Demain, je découvrirai exactement quelle protection il avait mise en place. Mon téléphone a sonné. C'était Mia, ma fille aînée. J'ai répondu immédiatement. Papa. Sa voix était tendue d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Maman m'a appelé en disant que tu avais déménagé. Papa, qu'est-ce qui se passe? A de nouveau demandé Mia. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix et cela m'a transpercé. Maman m'a appelé en disant que tu avais déménagé. Elle parle d'héritage et d'avocat. Je me suis assis sur le bord du lit d'hôtel et j'ai choisi mes mots avec soin. Ta mère et moi avons de sérieux problèmes, ma chérie. Je reste à l'hôtel pour l'instant, mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ça ne change rien entre vous, les filles, et moi. Elle a dit que tu l'avais quitté, a dit Mia, sa voix ayant maintenant une pointe d'agacement. Elle a dit que tu ne supportais pas son succès. Ça m'a piqué, mais j'ai gardé ma voix stable. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand les choses se calmeront, je t'expliquerai tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin de te demander quelque chose. Est-ce que ta mère a déjà mentionné quelque chose à propos de tes prêts étudiants en médecine? Il y a eu une pause. Elle a dit qu'elle m'aiderait avec ça une fois que l'héritage serait réglé. Pourquoi? Juste par curiosité, ai-je dit. Combien te reste-t-il à payer? Environ 180 000 $, a dit Mia tranquillement. Je suis en 2e année. C'est beaucoup, papa. Je comptais sur cette aide. Mon estomac s'est noué. Brandy utilisait déjà l'argent comme un levier contre sa propre fille. Ne t'inquiète pas pour ça. On trouvera une solution. Papa, tu n'as pas ce genre d'argent, a dit Mia. L'atelier se porte bien, mais pas assez pour payer des études de médecine. Laisse-moi m'en occuper, lui ai-je dit. Toi, concentre-toi sur tes études. Je t'aime, Mia. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence de la chambre d'hôtel et j'ai senti tout le poids de la situation. Brandy ne s'en prenait pas seulement à moi. Elle se positionnait pour contrôler nos filles à travers leurs finances. Mon téléphone a vibré avec un email. Tom Patterson, mon avocat, qui répondait déjà. Peut vous voir demain à 9h. Cela semble sérieux. Apportez toute la documentation. J'ai répondu en confirmant le rendez-vous, puis j'ai essayé de dormir. Le sommeil n'est pas venu facilement. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Tom avec 15 minutes d'avance. Il pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans, et son bureau reflétait cette expérience, des étagères remplies de livres de droit, un bureau couvert de dossiers organisés, et un visage qui avait vu toutes les variations du comportement humain pendant un divorce. Henry, a-t-il dit en me serrant la main. Asseyez-vous et expliquez-moi tout. J'ai passé 40 minutes à tout déballer. L'appel, les faux papiers de divorce, l'argent volé, la tentative d'annulation de l'assurance. Tom prenait des notes, posant occasionnellement des questions, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque nouveau détail. Et vous avez dit que son oncle vous avait prévenu, a demandé Tom. Raymond Mitchell. Il est mort il y a 2 semaines. Il m'a appelé de l'hospice et m'a dit qu'il y avait des protections dans le testament. Tom s'est adossé à son fauteuil. L'audience de succession est prévue pour demain à 10h au bureau d'homologation du comté. Vous êtes listé comme participant requis. Moi, ai-je dit, surpris. Pourquoi?
C'est ce que nous allons découvrir, a dit Tom. Il a sorti un bloc-notes. Mais d'après ce que vous m'avez dit, je pense que Raymond a vu exactement de quoi sa nièce était capable, et il a essayé de l'arrêter. Cet après-midi-là, Tom et moi nous sommes rendus au bureau d'homologation pour ce que la vie appelait un « examen préliminaire de la succession ». C'était un bâtiment gris du centre-ville, le genre qui sentait le vieux papier et des décennies de bureaucratie. Brandy était déjà là, debout dans le couloir avec une femme que je ne reconnaissais pas. Elle portait un tailleur coûteux, tout en confiance et en accessoires de créateur. Quand Brandy m'a vu, son visage s'est durci. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai été invité, ai-je dit simplement. C'est une affaire de famille, a-t-elle lancé sèchement. Monsieur Lane a été spécifiquement demandé à assister, a dit Tom en s'avançant. Par le défunt. On nous a fait entrer dans une salle de conférence. Une responsable de l'homologation nommée Madame Delgado était assise au bout d'une longue table, un épais dossier devant elle. Elle devait avoir la soixantaine, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. C'est un cas inhabituel, a commencé Madame Delgado. Le testament de Monsieur Raymond Mitchell contient plusieurs dispositions spécifiques qui nécessitent un examen avant que la distribution puisse avoir lieu. Elle a ouvert le dossier. Madame Lane, vous êtes la bénéficiaire principale d'une succession évaluée à environ 1,2 million de dollars. La compagne de Brandy a souri. J'ai vu les épaules de ma femme se détendre légèrement. Cependant, a poursuivi Madame Delgado. Il y a des restrictions substantielles. La succession comprend 3 propriétés locatives avec des locataires en place. Le testament stipule spécifiquement que ces locataires ne peuvent être expulsés ni voir leur loyer augmenter au-delà des ajustements de l'IPC pour une période de 5 ans. J'ai vu le sourire de Brandy vaciller. De plus, a dit Madame Delgado en me regardant, Monsieur Lane a été nommé observateur et agent de conformité. Toute décision majeure concernant la succession doit être documentée et vérifiée par lui pendant la période administrative de 18 mois. C'est insensé, a dit Brandy. Il ne fait pas partie de la famille. Monsieur Mitchell a été très clair dans ses instructions, a répondu Madame Delgado. Il a spécifiquement déclaré qu'aucun bénéficiaire ne peut utiliser les actifs de la succession ou les revenus anticipés pour forcer un conjoint à quitter un domicile partagé sans une procédure légale appropriée et un soutien adéquat. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti la main de Tom sur mon épaule. Un message silencieux pour rester calme. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Monsieur Lane, ici David Foster de Foster Realty. Votre femme a mis votre maison en vente hier soir. Un acheteur a versé un acompte de 50 000 $. Il exige la signature du contrat aujourd'hui. Veuillez appeler immédiatement. J'ai montré le message à Tom. Sa mâchoire s'est crispée. Madame Delgado, a dit Tom, je crois que nous devons discuter d'une transaction immobilière non autorisée. Madame Delgado a ajourné l'audience après avoir documenté la mise en vente non autorisée de la propriété. Tom et moi sommes sortis sur le parking et j'ai immédiatement rappelé David Foster. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix tendue par le stress. Monsieur Lane, Dieu merci, a-t-il dit. L'acheteur est ici dans mon bureau en ce moment. Il menace d'intenter une action en justice. Votre femme lui a assuré que la propriété était libre à la vente. Qui est l'acheteur, ai-je demandé. Le juge Malcolm Sterling. Juge fédéral à la retraite. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on veut des problèmes, Monsieur Lane. Mon estomac s'est noué. Un juge fédéral. Bien sûr, Brandy trouverait quelqu'un avec un sérieux pouvoir de pression. J'arrive dans 20 minutes, ai-je dit. Ne laissez personne signer quoi que ce soit. Tom a conduit. Nous sommes arrivés à Foster Realty en 18 minutes. À l'intérieur, un homme d'environ 70 ans était assis dans la salle d'attente, parfaitement habillé, dégageant le genre d'autorité qui vient de 3 décennies sur le banc fédéral. Il s'est levé quand nous sommes entrés. Juge Sterling, a dit Tom en lui tendant la main. Je suis Tom Patterson, l'avocat de Monsieur Lane. Nous devons clarifier certaines choses à propos de cette propriété. La poignée de main du juge était ferme. J'espère que ce sera rapide. On m'a dit que c'était une transaction simple. Nous sommes passés dans une salle de conférence. Tom a exposé la situation méthodiquement, l'héritage, les restrictions du testament, le fait que Brandy n'avait aucune autorité pour vendre la maison.
Il a montré la documentation de l'audience d'homologation de ce matin. Le juge Sterling a écouté sans interrompre. Quand Tom a fini, le juge s'est tourné vers David Foster. Avez-vous vérifié l'autorité de Madame Lane pour vendre? Foster avait l'air blême. Elle semblait très confiante. Elle avait des documents. Quels documents? A demandé le juge. Une lettre de son avocat indiquant qu'elle avait la pleine propriété. Pas de dépôt au tribunal, a insisté le juge. Pas de transfert de titre de propriété? Pas d'autorisation d'homologation? Le silence de Foster était une réponse suffisante. Le juge Sterling s'est levé. Monsieur Foster, j'attends le retour de mon acompte dans les 48 heures. Monsieur Lane, je m'excuse pour la situation. Votre femme s'est présentée faussement. Il a fait une pause à la porte. Je ne poursuivrai pas au pénal, mais je documenterai cela auprès de la commission immobilière de l'État. Après le départ du juge, j'ai senti la tension s'évacuer de mes épaules. Tom a souri d'un air sombre. Ça aurait pu être bien pire. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Emily, ma fille cadette. Elle avait 23 ans et terminé son diplôme de premier cycle à l'Ohio State. J'ai répondu immédiatement. Papa, je dois te parler de quelque chose, a-t-elle dit. Sa voix semblait étrange, contrôlée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je suis allé voir maman aujourd'hui, a dit Emily. À la maison. Je voulais comprendre ce qui se passait. J'ai enregistré notre conversation, a-t-elle dit. Il faut que tu l'entendes. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Emily, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute, papa. Je te l'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré avec un fichier entrant. J'ai mis Emily sur haut-parleur et j'ai ouvert le fichier audio. J'ai d'abord entendu la voix d'Emily. Maman, je dois comprendre pourquoi papa est parti. Il ne veut pas me donner de détails. Puis la voix de Brandy, nette et claire. Ton père est un homme faible, Emily. Il l'a toujours été. Il a construit un petit atelier et a pensé que ça faisait de lui un homme qui a réussi. Je mérite mieux que de passer ma vie avec quelqu'un de si médiocre. Mais vous avez été mariés pendant 27 ans, a dit Emily. Brandy a ri. C'était un sang-froid. Je planifiais ça depuis des années, ma chérie. Dès que l'oncle Raymond est tombé malade, j'ai su que c'était ma chance. Ton père n'a jamais rien soupçonné. Il était trop confiant, trop stupide pour voir ce qui était juste devant lui. Et Mia et moi, a demandé Emily. Et nous? Vous irez bien, a dit Brandy d'un ton dédaigneux. Mia finira par comprendre quand elle réalisera que je contrôle son avenir. Elle veut finir ses études de médecine. Elle aura besoin de moi. Et toi? Tu es plus intelligente que ton père. Tu comprendras. Ce ne sont que des affaires. L'enregistrement s'est terminé. Je suis resté assis dans la chambre d'hôtel, le téléphone à la main, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Papa, la voix d'Emily est revenue, petite et brisée. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Ce n'est pas ta faute, ai-je réussi à dire. J'envoie ça à Mia tout de suite, a dit Emily. Elle doit savoir la vérité. Papa, je suis de ton côté. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Tom à son bureau. Je lui avais transféré l'enregistrement d'Emily pendant la nuit. Il m'a dit qu'il l'avait écouté 3 fois, en prenant des notes à chaque fois. Ça change tout, a dit Tom. C'est une preuve de préméditation, de l'utilisation de l'héritage comme une arme, et de la tentative de manipuler vos filles par le contrôle financier. Pouvons-nous l'utiliser au tribunal, ai-je demandé. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour un enregistrement, a dit Tom. Emily faisait partie de la conversation. C'est tout à fait recevable. Mon téléphone a vibré. Mia. J'ai répondu immédiatement. Papa, Emily m'a envoyé l'enregistrement, a-t-elle dit. Sa voix était différente, plus dure. J'ai passé toute la nuit à l'écouter en boucle. Je suis désolé que tu aies dû entendre ça, ai-je dit. Non, a dit Mia fermement. J'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de savoir qui elle est vraiment. Papa, j'en ai fini. Je me fiche de l'argent pour l'école de médecine. Je prendrai plus de prêts.
Je travaillerai 3 jobs, mais je ne prendrai rien d'elle. Mia, c'est 200 000 $, ai-je dit. Elle pense qu'elle peut acheter ma loyauté, a-t-elle dit. Elle pense que je choisirai l'argent plutôt que toi. Je ne suis pas elle, papa. Je te choisis, toi. Après avoir raccroché, je suis resté là, me sentant à la fois fier et le cœur brisé. Ma fille était prête à sacrifier son avenir financier pour ce qui était juste. Tom s'est raclé la gorge. Il y a autre chose dont nous devons discuter. J'ai examiné la documentation de l'avocat de votre oncle Raymond. Il y a un paquet qui vous est adressé personnellement. Il était retenu en attendant l'audience d'homologation. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. Mon nom était écrit sur le devant de l'écriture tremblante de Raymond. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, toutes adressées à moi, jamais envoyées. J'ai ouvert la première. Datée d'il y a 12 ans. Cher Henri, j'ai vu quelque chose aujourd'hui que j'aimerais pouvoir ne pas avoir vu. Brandy était au country club avec un homme qui n'était pas toi. Ils étaient trop à l'aise ensemble, trop familiers. Je veux te le dire, mais je n'ai pas pu me résoudre à détruire ta famille. Je suis désolé. Je suis un lâche. Raymond. Mes mains tremblaient en ouvrant une autre lettre. Celle-ci datait d'il y a 9 ans. Henri, je les ai revus. Cette fois, j'ai reconnu l'homme. Derek Chandler, ton meilleur ami. J'en suis malade depuis des semaines. Comment te dire que les 2 personnes en qui tu as le plus confiance te trahissent? Je ne peux pas. Mais je documente cela. Un jour, tu auras peut-être besoin de preuves. Raymond. J'ai levé les yeux vers Tom. Derek Chandler. Mon meilleur ami depuis l'université. L'expression de Tom était compatissante. Continuez à lire. J'ai ouvert la lettre la plus récente, datée d'il y a 3 semaines, écrite d'une écriture à peine lisible. Henri, je suis en train de mourir, mais je devais te prévenir. Brandy est venue à l'hospice hier. Elle a apporté des papiers, a essayé de me les faire signer alors que j'étais sous de lourds analgésiques. Elle voulait changer le testament, supprimer tes protections, rendre tout plus simple pour elle. J'ai refusé. L'infirmière en a été témoin. Je modifie le testament une dernière fois demain. Chaque protection à laquelle je peux penser, je la mets en place. Tu as été comme un fils pour moi. Je ne la laisserai pas te détruire comme elle l'a prévu. Sois fort. Fais confiance au processus. Raymond. J'ai posé les lettres et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Raymond savait depuis des années. Il savait pour l'affaire, pour la trahison de Derek, pour les plans de Brandy. Et il avait essayé de me protéger de la seule façon qu'il pouvait. Il y a encore une chose dans l'enveloppe, a dit Tom doucement. J'ai fouillé et j'ai sorti un document médical, un tableau de compatibilité des groupes sanguins datant de la naissance d'Emily, il y a 23 ans. Il y avait des notes de l'écriture de Raymond. Brandy, groupe A. Henri, groupe O. Emily, groupe AB. Combinaison impossible. J'ai vérifié. Un parent de groupe O ne peut pas avoir un enfant de groupe AB. Je suis tellement désolé, Henri. La pièce a tourné. Je l'ai lu encore et encore. Emily n'était pas ma fille biologique. Henri, a dit Tom avec précaution. Cela ne change pas le fait que vous êtes son père. Vous l'avez élevée. Vous l'aimez. La biologie ne. Je dois faire un test, ai-je dit. Ma voix semblait lointaine. Je dois en avoir le cœur net. Tom a hoché la tête. Je vais arranger ça. Mais Henri, réfléchissez bien au moment et à la manière dont vous voulez gérer cette information. Emily vient de vous choisir au détriment de l'argent de sa mère. Elle n'a pas besoin de savoir ça maintenant. J'ai regardé à nouveau le document médical. 23 ans de mensonges. 23 ans à élever une fille qui partageait l'ADN de Derek Chandler au lieu du mien. Mais Emily s'était tenue à mes côtés hier. Elle avait enregistré la cruauté de sa mère et me l'avait envoyée. Elle m'appelait, papa, avec de l'amour dans la voix. Vous avez raison, ai-je dit finalement. Elle n'a pas besoin de le savoir. Pas encore. Peut-être jamais. C'est ma fille, peu importe ce qu'un test peut dire. 3 jours après avoir découvert les lettres de Raymond, j'ai reçu un appel qui a tout changé. J'étais à l'atelier, en train d'examiner un contrat pour un nouveau client aérospatial,
quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Lane, ici Patricia Voss de Titanium Aerospace Industries. Avez-vous quelques minutes? Je suis entré dans mon bureau. Oui. Que puis-je faire pour vous? Nous avons été impressionnés par le travail que votre atelier a réalisé sur nos composants, a-t-elle dit. Nous développons notre division de fabrication de précision et nous aimerions discuter de votre intégration en tant que directeur des opérations de qualité. Ce serait un rôle important, supervisant plusieurs installations, mettant en œuvre des normes à travers notre chaîne d'approvisionnement. Mon pouce est accéléré. De quel genre de poste parlons-nous? Un salaire à 6 chiffres, un ensemble complet d'avantages sociaux, une aide à la réinstallation à notre siège social dans le Colorado. Le salaire de base serait de 170 000 $ par an, plus des primes de performance. Nous savons que c'est une grande demande. Mais nous pensons que vous êtes la bonne personne. Je me suis assis lourdement sur ma chaise. C'était le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Nous aimerions avancer rapidement, a dit Patricia. Pourrions-nous programmer un entretien formel pour la semaine prochaine? Absolument, ai-je dit. Envoyez-moi les détails. Après la fin de l'appel, je suis resté là, à regarder mon bureau. L'offre était en discussion depuis plus d'un mois, mais je n'en avais pas parlé à Brandy. Quelque chose m'avait retenu. Un instinct qui me disait de garder cet atout dans ma manche. Maintenant, je comprenais pourquoi. Si je l'avais mentionné avant qu'elle ne me mette à la porte, elle aurait eu droit à une partie de mes revenus futurs dans le divorce. Mais maintenant, avec la séparation déjà enclenchée, c'était à moi seul. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec une notification, un dépôt au tribunal. Brandy avait soumis une demande d'ordonnance restrictive contre moi, affirmant qu'elle craignait pour sa sécurité. Le dossier comprenait des photographies d'Ekimos sur ses bras et une déclaration selon laquelle j'avais été de plus en plus agressif et menaçant. J'ai regardé l'écran, incrédule. Puis j'ai appelé Tom immédiatement. Je viens de le voir, a dit Tom avant que je puisse parler. Ne paniquez pas, avez-vous un alibi pour la date qu'elle prétend? Je suis à l'hôtel depuis 4 jours, ai-je dit. Il y a des caméras partout. Je ne me suis pas approché d'elle. Parfait, a dit Tom. L'audience est prévue pour demain à 14 heures. Soyez là. Et apportez toute documentation montrant où vous étiez, reçu d'hôtel, relevé de carte de crédit, tout ce qui est horodaté. Le lendemain après-midi, je me tenais dans une salle d'audience pour la première fois de ma vie. La juge était une femme d'une 50aine d'années nommée Rachel Cunningham, avec des yeux perçants et une attitude pragmatique. Brandy était assise avec son avocat, l'air à la fois calme et effrayé. Madame Lane, a dit la juge Cunningham, vous alléguez que votre mari a été menaçant et physiquement agressif. Pouvez-vous fournir des preuves? L'avocat de Brandy s'est levé. Votre honneur, nous avons des photographies d'Ekimos et une déclaration sous serment de Madame Lane décrivant plusieurs incidents. Monsieur Lane, a dit la juge en se tournant vers moi. Comment répondez-vous? Tom s'est levé. Votre honneur, Monsieur Lane réside au Hampton Inn depuis le soir du mardi 9 avril. Il n'a eu aucun contact avec Madame Lane, sauf par des messages téléphoniques et textuels documentés. Nous avons des enregistrements de sécurité de l'hôtel. Des reçus de cartes de crédit montrant des repas et des achats loin du domicile conjugal, et des données horodatées de son système de sécurité au travail. Les incidents présumés décrits par Madame Lane sont physiquement impossibles. La juge Cunningham a examiné les documents que Tom a soumis. Son expression s'est durcie. Madame Lane, ces reçus montrent que votre mari était à 30 km de là pendant les moments où vous prétendez qu'il vous a agressé. Pouvez-vous expliquer cette divergence? Le visage de Brandy est devenu blême. Les dates sont peut-être fausses. C'était traumatisant. J'ai peut-être. Madame Lane, l'interrompit la juge, sa voix froide. Faire de fausses déclarations dans une demande d'ordonnance restrictive est une affaire sérieuse. Cette ordonnance est rejetée. De plus, je note dans le dossier que cela semble être un dépôt malveillant. Si vous faites à nouveau perdre son temps à ce tribunal, il y aura des conséquences. L'avocat de Brandy avait l'air de vouloir disparaître. En quittant la salle d'audience, j'ai vu Brandy debout dans le couloir, son visage tordu de rage et d'humiliation. Elle avait essayé de me peindre comme violent, et la juge avait vu clair dans son jeu.
Tom m'a pris à part. Cela va nuire à sa crédibilité dans la procédure de divorce. Les juges n'oublient pas quand quelqu'un ment sous serment. Ce soir-là, j'ai rappelé Patricia Voss. Je suis très intéressé par le poste, ai-je dit. Programmons cet entretien. Une semaine plus tard, j'étais assis dans le bureau de Tom alors qu'il étalait des papiers sur son bureau. L'évaluation officielle de la succession avait été achevée, et les chiffres étaient enfin clairs. La succession a été initialement évaluée à 1,2 million de dollars, a dit Tom, mais c'était une estimation approximative. La répartition réelle est plus complexe. Il a montré le premier document. 3 propriétés locatives évaluées à 700 000 dollars au total. Cependant, elles ont des hypothèques existantes totalisant 210 000 dollars. Il y a aussi un entretien différé de réparation de toiture, remplacement de systèmes de chauffage et de climatisation estimé à 80 000 dollars supplémentaires. Donc, les propriétés valent environ 400 000 dollars net, ai-je dit. Correct. Ensuite, il y a le portefeuille d'investissement, actions, obligations. Quelques fonds communs de placement. C'est évalué à 320 000 dollars. Mais Raymond avait des factures médicales impayées de ses soins palliatifs et des frais funéraires totalisant 60 000 dollars. Il y a aussi les impôts sur la succession. Tom a sorti une calculatrice. Après les impôts fédéraux sur la succession, les impôts d'État, les dettes impayées et les frais juridiques obligatoires, les actifs liquides disponibles pour Brandy seront d'environ 400 000 dollars. Je me suis adossé. Elle a dit à tout le monde que c'était des millions. Elle a dit à nos filles qu'elle vaudrait entre 5 et 7 millions. Soit elle ne comprenait pas le droit des successions, soit elle exagérait délibérément, a dit Tom. Et il y a un autre facteur. Le testament exige que les propriétés locatives restent des logements abordables pendant 5 ans. Brandy ne peut pas les vendre, ne peut pas augmenter substantiellement les loyers. Et doit les entretenir correctement. Ces propriétés généreront peut-être 2 000 dollars par mois de revenus nets après dépenses. Elle est essentiellement condamnée à être propriétaire pendant une demi-décennie. 400 000 dollars liquides et quelques revenus locatifs, ai-je dit. Moins que ce qu'elle a volé sur nos comptes joints en 7 ans. Nettement moins, a convenu Tom. Et c'est là que ça devient intéressant. Il a sorti un autre document. J'ai fait quelques vérifications. Brandy a emprunté de l'argent. J'ai trouvé 3 prêts personnels totalisant 65 000 dollars, tous contractés au cours des 2 derniers mois. Elle a dit au prêteur qu'elle avait un héritage majeur à venir et l'a utilisé comme garantie. À qui a-t-elle emprunté? 2 à des amis, 1 à son frère. Elle leur a promis à tous des rendements de 20% une fois la succession réglée. Elle a dépensé comme si l'argent était déjà à elle. J'ai ressenti une froide satisfaction m'envahir. Donc, quand elle recevra 400 000 dollars au lieu de millions, elle devra immédiatement rembourser 65 000 dollars plus les intérêts, ce qui lui laissera environ 320 000 dollars, a dit Tom. Et elle vit dans cette maison sans payer les mensualités de l'hypothèque depuis 2 mois, affirmant que la succession couvrirait tout. La banque commence à s'impatienter. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu, transféré par le bureau de Tom. Je l'ai ouvert et j'ai vu le scan d'un document, un contrat de location. Brandy avait loué un appartement de luxe à Columbus, dans un gratte-ciel du centre-ville. Le bail était de 2 ans, à 4 000 dollars par mois. Elle a signé ça hier, a dit Tom. Elle prévoit de déménager dans un endroit qui coûte 96 000 dollars sur 2 ans. Elle se croit riche. J'ai fait le calcul dans ma tête. 320 000 dollars moins le bail de l'appartement, moins les frais de subsistance, moins l'entretien des propriétés locatives. En 2 ans, Brandy serait presque ruinée. Et l'atelier, ai-je demandé. Quelle est sa prétention dessus? L'entreprise a été créée avant le mariage, a dit Tom. Mais la croissance pendant le mariage pourrait être considérée comme un bien matrimonial. Cependant, étant donné les preuves de son vol et le fait que vous pouvez prouver qu'elle a systématiquement vidé les actifs matrimoniaux, je pense que nous pouvons plaider pour un partage minimal. Vous pourriez avoir à la racheter pour 50 000 à 75 000 dollars, peut-être moins compte tenu de son comportement. Et ma nouvelle offre d'emploi. Le Colorado est un nouveau départ, a dit Tom. Le salaire commence après la date de séparation. Il est à vous seul. Elle n'y a aucune prétention. J'étais assis là, les pièces du puzzle s'assemblant.
Brandy avait détruit notre mariage pour un héritage qu'elle avait follement surestimé. Elle avait emprunté sur de l'argent qu'elle n'avait pas encore. Elle avait loué un appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et elle avait fait tout ça en croyant que je me retrouverais avec rien. Ce soir-là, j'étais de retour à l'hôtel quand mon téléphone a sonné. C'était Derek Chandler, mon ancien meilleur ami. J'ai regardé le nom pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. « Henry » a-t-il dit, sa voix incertaine. « Nous devons parler. »« Je ne pense pas, non » ai-je dit calmement. « Écoute, je sais que les choses sont compliquées en ce moment entre toi et Brandy. »« Compliquées » ai-je répété. « C'est un choix de mots intéressant, Derek. » Il y a eu une pause. « Elle m'a dit que tu savais. »« Je sais que tu couches avec ma femme depuis plus d'une décennie, » ai-je dit, ma voix stable et contrôlée. « Je sais que tu étais mon témoin à mon mariage tout en planifiant de me trahir. Je sais que ma fille Emily est biologiquement la tienne. Henry, je vais te dire ça une seule fois, les jeux interrompus. Reste loin de moi. Reste loin de mes filles. Si je te vois, si tu me contactes, je m'assurerai que tout le monde dans notre industrie sache exactement quel genre d'homme tu es. Suis-je clair? Tu ne peux pas. Suis-je clair, ai-je répété, plus durement cette fois. Oui, a dit Derek tranquillement. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai ouvert ma messagerie et j'ai commencé à rédiger ma lettre d'acceptation pour Titanium Aerospace Industries. 2 semaines après l'audience pour l'ordonnance restrictive, j'ai reçu un appel de Mia. Sa voix était tendue, à peine contrôlée. « Papa, j'ai fait quelque chose » a-t-elle dit. « Il faut que tu le saches avant que maman ne le découvre. » « Que s'est-il passé » ai-je demandé. « Je suis allé la voir hier » a dit Mia. « J'ai emmené Emily avec moi. Nous l'avons confrontée à tout. L'affaire avec Derek, l'argent qu'elle a volé, les mensonges sur le fait que tu étais violent. Nous avons enregistré toute la conversation. » Ma poitrine s'est serrée. « Mia, tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je le devais » a-t-elle interrompu. « Nous le devions toutes les deux. Et papa. » Elle a tout avoué. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a juste dit que nous étions trop jeunes pour comprendre et que nous la remercierions un jour. « Où est l'enregistrement maintenant » ai-je demandé. « Je te l'envoie, à toi et à Tom. » Mais il y a plus. Elle nous a dit que si nous te choisissions plutôt qu'elle, nous serions complètement coupés des ponts. Pas d'argent pour l'école de médecine. Rien. Elle a littéralement dit, choisissez judicieusement. J'ai entendu la voix d'Emily en arrière-plan. Nous avons déjà choisi, papa. Nous t'avons choisi, toi. Ce soir-là, j'ai écouté l'enregistrement dans le bureau de Tom. La voix de Brandy était d'une clarté cristalline, froide et calculatrice. Quand Mia l'a interrogé directement sur Derek Chandler, Brandy a ri. « Derek et moi sommes ensemble depuis 11 ans, a-t-elle dit sur l'enregistrement. Ton père n'a jamais rien soupçonné. Il a toujours été si confiant, si naïf. Ça a tout rendu plus facile. Et l'argent que tu as pris à papa, a demandé Emily. C'était à moi de le prendre, a répondu Brandy. Je l'ai mérité en gaspillant ma vie mariée à lui. Chaque dollar que j'ai transféré était un paiement pour des années de médiocrité. Et Emily, a insisté Mia. Est-ce qu'elle est même la fille de papa? Il y a eu une pause sur l'enregistrement. Puis la voix de Brandy est revenue, plus sèche. Ça ne te regarde pas. Réponds à la question, a dit Emily, sa voix tremblante. Très bien, a dit Brandy. Non, Emily est la fille de Derek. Je le sais depuis avant sa naissance. Mais Henry ne l'a jamais remis en question. C'était mieux comme ça. Mieux pour tout le monde. L'enregistrement continuait, mais j'en avais assez entendu. Tom l'a arrêté et m'a regardé. C'est une preuve accablante, a-t-il dit. Entre ça, les dossiers financiers et son ordonnance restrictive ratée, elle a détruit toute crédibilité qu'elle avait. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous déposons officiellement la demande de divorce, en citant l'adultère et la fraude financière. Nous soumettons toutes les preuves, les enregistrements, les relevés bancaires. Les lettres de Raymond. Nous poussons pour un règlement qui soit fortement en votre faveur. Compte tenu de tout ce que nous avons, je pense qu'elle préférera un accord à l'amiable plutôt que d'aller au procès.
3 jours plus tard, l'avocat de Brandy a appelé Tom, demandant une conférence de règlement. Il savait qu'ils étaient battus. Le règlement s'est mis en place rapidement après ça. Brandy a reçu son héritage, réduit par les impôts et les dettes à 400 000 $. J'ai reçu la maison, mon entreprise libre et nette, et un remboursement de 150 000 $ de l'argent volé. Elle a gardé les propriétés locatives, avec tous leurs maux de tête et restrictions. Le divorce serait finalisé dans 60 jours. J'ai accepté le poste chez Titanium Aerospace. Le salaire était meilleur que ce que j'aurais pu imaginer, et le Colorado offrait un nouveau départ. J'ai vendu la maison et la plupart des meubles. Trop de souvenirs, aucun ne valant la peine d'être gardé. 2 semaines avant mon déménagement au Colorado, j'ai dîné avec mes 2 filles. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant italien, le genre avec des nappes à carreaux rouges et des bougies dans des bouteilles de vin. Mia et Emily étaient assises en face de moi. Toutes les deux semblaient plus âgées, en quelque sorte, plus sûres d'elles. J'ai trouvé un programme à l'université du Colorado qui couvrira la plupart de mes frais de scolarité restants, a dit Mia. J'ai postulé la semaine dernière. Si je suis accepté, je serai près de toi, papa. Tu as demandé un transfert, ai-je demandé. Je ne reste pas ici, a-t-elle dit fermement. Pas près d'elle. Le Colorado me semble être exactement ce dont j'ai besoin. Emily a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis au courant pour le test ADN, a-t-elle dit doucement. Je me suis figé. Emily. L'assistante de Tom m'a accidentellement mise en copie d'un email, a-t-elle dit. J'ai vu les résultats. Je sais que Derek Chandler est mon père biologique. Emily, ça ne change rien, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. Je sais, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. C'est ce que je suis venu te dire. Tu m'as élevé. Tu m'as appris le bien et le mal. Tu m'as montré à quoi ressemble un homme bien. Derek Chandler a donné de l'ADN. Toi, tu m'as donné tout le reste. Tu es mon père. Ça ne changera jamais. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste tenu sa main et laissé le moment s'installer autour de nous. Nous sommes une famille, a dit Mia. Nous 3. C'est ce qui compte. Pas elle, pas Derek, pas l'argent. Juste nous. 8 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement à Denver, regardant les montagnes rocheuses au loin. La vue me surprenait encore chaque matin. Le Colorado avait été bon pour moi. Le travail était stimulant et gratifiant. Les gens étaient professionnels, et le salaire avait complètement changé ma vie. Mon téléphone a vibré avec un message de Mia. On se voit ce soir à 19 h. Le vol d'Emily atterrit à 18h15. On cuisine pour toi, alors ne déjeune pas. J'ai souri. Mia avait été acceptée à la faculté de médecine de l'Université du Colorado et avait commencé les cours il y a 2 mois. Elle s'épanouissait dans un programme qui appréciait son dévouement. Emily venait une fois par mois, depuis l'Ohio où elle terminait son diplôme. Ce soir-là, je suis arrivé à l'appartement de Mia pour trouver mes 2 filles dans la cuisine, se disputant joyeusement à propos de la sauce pour les pâtes pendant que de la musique jouait en fond. La normalité de la scène, la chaleur, m'a frappé plus fort que prévu. Papa, a crié Emily, se précipitant pour me serrer dans ses bras. Tu es en avance. Il n'y avait pas de circulation, ai-je dit, la serrant fort contre moi. Le dîner était chaotique et parfait. Nous avons parlé du cours d'anatomie de Mia, de la remise de diplôme imminente d'Emily, de mon dernier projet chez Titanium Aerospace. Personne n'a mentionné Brandy. Elle était devenue hors de propos dans nos vies, un chapitre que nous avions fermé. Après le dîner, alors que nous étions assis avec un café, Mia s'est raclé la gorge. Nous avons quelque chose à te dire, papa. J'ai regardé de l'une à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons organisé quelque chose, a dit Emily. Pour le week-end prochain. Un dîner. Nous avons invité Tom et quelques-uns de tes nouveaux collègues de Titanium, et l'ami dont tu as parlé qui t'a aidé à t'installer ici. Vous m'organisez une soirée, ai-je demandé. Pas exactement, a dit Mia. C'est plus une célébration. Nous voulions faire quelque chose pour t'honorer, papa. Pour te remercier de nous avoir montré ce que signifie l'intégrité, d'avoir choisi le chemin difficile mais juste plutôt que le chemin facile mais faux. Vous n'avez pas besoin de me remercier,
ai-je dit. Vous êtes mes filles. Nous savons, a dit Émilie. Mais nous le voulons. Tu as perdu une femme qui ne te méritait pas, un ami qui t'a trahi, et 27 ans de ce que tu pensais être ta vie. Mais tu ne t'es jamais perdu toi-même. Tu n'es jamais devenu amer ou cruel. Tu as juste continué à être toi. Honnête, fort, décent. Ça vaut la peine d'être célébré. Le dîner du week-end suivant a eu lieu dans un restaurant avec vue sur la montagne et d'excellents steaks. Tom a pris l'avion depuis l'Ohio, plaisantant qu'il ne pouvait pas manquer ça. 3 collègues de Titanium sont venus, des gens que j'avais appris à connaître au cours des derniers mois. Mon voisin Dave, qui m'avait aidé à déménager des meubles et à m'orienter dans Denver, a amené sa femme. Mia s'est levée et a levé son verre. Je veux dire quelque chose, a-t-elle commencé. Il y a 8 mois, la vie de mon père s'est effondrée. Sa femme l'a trahi. Son meilleur ami l'a trahi. Tout ce qu'il pensait être solide s'est avéré être du sable. Mais il ne s'est pas effondré. Il a tout documenté, a fait confiance au processus et s'est battu pour ce qui était juste. Papa. Tu nous as appris, à Émilie et à moi, que le caractère, ce n'est pas ce que l'on fait quand la vie est facile. C'est ce que l'on fait quand tout va mal. Tu nous as montré comment traverser le feu sans devenir de la cendre. Émilie s'est levée à son tour. Quand j'ai découvert ma biologie, j'ai eu peur que tu me vois différemment. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste tenu ma main et tu m'as dit que j'étais tienne, peu importe ce qu'un test disait. C'est ce que fait un père. Pas l'homme qui a contribué à l'ADN. Mais l'homme qui est là chaque jour. Merci d'être là pour nous, papa. Toujours. J'ai regardé autour de la table ces gens, mes filles, mon avocat devenu un ami, mes nouveaux collègues qui connaissaient à peine mon histoire mais qui étaient venus quand même. Ce sont mes gens maintenant. C'était ma vie. Je n'ai rien fait de spécial, ai-je dit quand j'ai enfin pu parler. J'ai juste refusé de laisser la trahison de quelqu'un d'autre changer qui je suis. J'ai refusé de devenir amer ou vengeur. Et je me suis accroché aux 2 choses les plus importantes de ma vie. Mes filles et mon respect de moi-même. Tom a levé son verre. À Henry Lann. Un homme qui a gagné en refusant de jouer salement. Tout le monde a bu à cela. Et j'ai senti quelque chose s'installer profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais quelque chose de mieux. La paix. La certitude. La connaissance d'avoir traversé le feu sans me compromettre. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez moi dans les rues calmes de Denver, j'ai pensé à Brandy. J'avais entendu par des connaissances communes qu'elle avait des difficultés. Les propriétés locatives s'avéraient difficiles à gérer. Sa relation avec Derek s'était effondrée lorsque l'argent s'était révélé moins impressionnant que prévu. Elle avait dû quitter l'appartement de luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à ces problèmes. Je n'ai rien ressenti du tout. Elle était devenue une étrangère, quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui avait fait des choix qui l'avaient menée là où elle était maintenant. Je me suis garé sur ma place de parking et j'ai levé les yeux vers les montagnes, sombres contre le ciel étoilé. Demain, j'irai travailler sur des projets qui me stimulent. Demain soir, j'aurai un appel vidéo avec Émilie pour parler de ses projets de remise de diplôme. Ce week-end, Mia et moi ferons une randonnée sur l'un des sentiers qu'elle voulait essayer. J'avais perdu une femme qui ne m'avait jamais apprécié. J'avais gagné des filles qui me choisissaient chaque jour. J'avais perdu une entreprise qui était confortable. J'avais gagné une carrière qui me poussait à grandir. J'avais perdu une vie construite sur des mensonges. J'avais gagné une vie construite sur la vérité. En marchant vers mon appartement, les clés à la main, j'ai réalisé quelque chose d'important. Brandy avait essayé de me détruire avec sa trahison. Au lieu de cela, elle m'avait libéré pour devenir celui que j'étais toujours censé être. Et c'était là la plus grande victoire de toutes.